nu. J'ai vécu nu. Naufragé de naissance. Sur l'île de Malenfance, dont nul n'est revenu. Nu, j'ai couru nu, dans des vignes sauvages, nourries de vin, d'orage, et le corps sage ému. Nu, vieil ingénu, j'ai nagé dans tes cieux, depuis les terres de feu, jusqu'aux herbes ténues. Nu, j'ai pleuré nu, dans la buée d'un miroir, le cœur en gyrophare. Qu'est-ce qu'on s'aimait, s'amuse. Nu, j'avance nu, sur le fil de mes songes, les tissus de mensonges, mon destin biscornu. Mais nu, je continue mon chemin de tempête, en gueulant à tue-tête la chanson des canuts. Nu, j'avance nu, dépouillé de mon ombre. Je voulais pas être une ombre, je le suis devenu. Nu, j'ai vécu nu, aux quatre coins des gares, clandestin d'une histoire qui n'a plus d'avenue. Nu. Je suis venu pour voler en passant. Un globule de sang, un neutrone dénu. Nu. Le torse nu. Je voudrais qu'on m'inhume dans mon plus beau posthume, pacifiste, inconnu. Dimanche 19 janvier 2003. Alain Leprest. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Alain Leprest. Bonsoir. Bonsoir. Alors, en 1954, qu'est-ce qui s'est passé? En 1954, il a dû se produire une rencontre fusionnelle entre mon père et ma mère. Je crois bien dans le Cotentin, qui est cette espèce de verrue perchée en haut de la France. Et ton père aimait la chanson? Mon père a toujours aimé la chanson, oui. Ma mère aussi, mais elle était bordelaise, elle. Elle est toujours bordelaise. Mon papa, qui vient de disparaître, lui, était plutôt viking et charpentier. Et c'est un type dont j'ai probablement hérité des mains. Il a accepté le métier que je faisais, à condition que j'en fasse un autre, hein, au cas où. Donc j'ai fait peintre en bâtiment, et puis j'ai commencé à écrire mes chansons. L'écriture était ma copine, quoi. Je regardais les autres, hein, les petites filles, mais... Bon, j'étais assez timide, assez solitaire, quoi. Enfin, fallait pas trop non plus me les casser, quoi.
je lisais, je me souviens quand j'étais adolescent, je lisais Lamartine, Hugo, Goethe, etc. Les romantiques. Et je rêvais d'être malheureux. Je rêvais d'avoir des amours malheureuses. Alors évidemment, ça met des grands nuages, des grands coups de vent dans les cheveux, et on s'imagine formidable en train de voler, de courir dans le brouillard le plus opaque possible. Et en fait c'est quand on vieillit qu'on s'aperçoit que c'était une époque malheureuse. J'allais dire malheureuse? Non, merveilleuse, merveilleuse. Pas de nostalgie, hein, pas de passéisme, mais tout simplement un regard vers celui que j'ai été à une époque. Je peux regarder, me peindre là comme ça, tel que je suis aujourd'hui, et écrire une chanson sur ce qui m'environne aujourd'hui, ça me serait très difficile. Faut que j'ai tracé, quoi. Ah, j'en profite d'ailleurs pour dire que si on gâche toute une génération de chanteurs, hommes ou femmes, hein, interprètes, compositeurs, auteurs, etc., sont souvent très isolés et laissent tomber les bras. Malgré tout le talent qu'ils ont, quoi. Parce que pas assez soutenus. Ni par les pouvoirs publics, et puis parce que trop isolés, quoi. Moi, je suis un chanceux dans ce bouillon-là. Après, j'ai rencontré un tourneur. J'ai rencontré des gens qui ont cru en moi. Et là, ça a été plus facile. Il y a eu Bourges. Puis j'ai commencé les cabarets. Avant de faire Bourges, il y a eu le caveau de la Bolée, il y a eu... non, pas le port du Salut. Il y a eu le Connétable, le pénitencier aussi, chez Georges. Alors, est-ce que cette cause a effet finalement? Après mes premières dents dans tous les cabarets ont fermé. Il y a eu La Rochelle, il y a eu Fouquier. Mais en fait, moi j'ai jamais couru les pince-fesses, les soirées petits fours, qui sont faciles dans ce métier. Non, moi j'ai eu des amitiés, des gens qui sont venus vers moi, qui m'ont aidé, sans que je leur demande rien. Des gens qui avaient un grand talent, ça m'a beaucoup aidé, beaucoup soutenu. Je parle d'Higelin, de Nilda Fernandez, d'Enzo Enzo, de Kent, et d'autres, hein. Ferrat, Nougaro, Tachant, etc. Charpentier, tu as eu l'occasion de le voir à l'œuvre. Enfin, qu'est-ce que tu as pu observer du métier de ton père? Charpentier, menuisier. Oui. Ah, pour moi, c'est cette... Ce sont des odeurs, des assemblages, des constructions, une intuition, hein, qu'on peut très bien retrouver, je veux dire, dans les mots. Dans les mots. Et je savais très bien que quand j'ai commencé à écrire des textes maladroits et très naïfs, je recopiais en quelque sorte ce que faisait mon père. Quand on descendait dans l'atelier et qu'on le voyait coller des tenons, des mortaises, assembler des choses. Et il me paraissait évident qu'en construisant une chanson, on construisait aussi une chaise. On devait y être assis d'une manière agréable. On devait avoir une chute, on devait avoir un repos, et les mots ne fonctionnent pas autrement. Ce sont des assemblages en définitive. Ça doit provoquer un certain confort. Hein, une chanson doit être confortable. Comme une chaise. Alors tu observais ça à la maison, enfin... il avait son atelier tout près de là où vous habitiez? Oui. Non, parce qu'il travaillait pour des amis, il a fait bien d'autres métiers, mais c'est vrai que cette odeur de colle à lapin ou de colle à poisson, je veux dire, qui sentait si fort, et ces rabots, ces varlopes, ces ciseaux à bois, etc. et tout, c'était quelque chose d'absolument formidable. Mon ciseau à bois, à moi, c'est un stylo. Et le chêne qu'il travaillait, par exemple, finalement bien mouli, ça donne des feuilles de papier. Il y a quelque chose de très lié entre cette... La chanson est un art très manuel, finalement. C'est pas un art si intellectuel qu'on veut bien le dire.
D'accord. J'ai l'impression que tu as un problème de voix aujourd'hui. Oui, ça fait quelques jours que j'ai des petits problèmes d'enrouement. Est-ce qu'il y a un rapport entre ta venue à Paris et ce problème de voix? Peut-être que je somatise, ça c'est certain. Tu valseras pour rien, mon vieux, la belle que tu serres dans tes yeux. Ce n'est pas de l'amour, c'est une envie d'amour. Tu valses avec une ombre. Y a pas d'amour, y a pas d'orchestre. Tout ça se passe dans ta tête. Cendrillon a laissé au fond d'un cendrier la cendre de tes gestes. Le soleil glacé du matin, pauvre chien, fera tomber tes fiancés. Toute la nuit t'aura valsé, une valse pour rien, pour rien. Une valse pour rien, pour rien. C'est pour rien que tu valseras, tu tiens du vide dans tes bras. La chaleur que tu sens, c'est celle de ton sang qui valse dans ta veste. Y a pas d'amour, pas de guitariste, ta solitude est seule en piste. Et le jour terminé, le jour fera tomber les belles que tu tombes. Et nous voici déjà demain, pauvre chien. Rentre ton cœur dans son étui, t'auras valsé toute une nuit, une valse pour rien. Pour rien, pour rien. Valsera pour rien, mon vieux, la belle que tu serres dans tes yeux. Ce n'est pas de l'amour, c'est une envie d'amour. Tu valses avec une ombre. Le geste d'écrire, d'abord, je le trouve très beau. On retourne à la mer, on retourne un peu aux vagues. Enfin, quand on lit la mer ou quand on lit les vagues, je veux dire, il y a un geste fabuleux, quoi. Il y a un geste d'écriture dans l'eau et dans le mouvement, en quelque sorte. Je dessinais, à la fois j'écrivais, enfin, je savais pas trop quoi faire, sauf que je savais que la main servait à quelque chose. Elle savait servir à nager, elle savait servir à flotter, elle savait servir à écrire, à peindre, à dessiner, à lancer des boules de neige, ou je ne sais trop quoi, et c'était ça qui était intéressant. Je parlais de mon père tout à l'heure, et il avait des mains vraiment immenses, des mains vraiment tissées de travail, quoi. Et je m'étais dit, je dois faire quelque chose, car on peut faire quelque chose avec une main même immense, avec une petite mine de crayon. Car on écrivait encore à la plume sergent-major trempé dans l'encrier. Et c'était très jouissif d'écrire de cette manière-là. En plus, le mot vient se greffer dessus. Et le mot qu'on entend, qui ricoche, la phrase, la parole des autres, elle peut se marquer sur le papier, se poser comme ça, avec un rythme. Et c'est devenu passionnant à ce moment-là. Et j'ai toujours gardé cette passion de récolter, d'être non pas un chanteur, non pas un poète, mais peut-être un reporter des choses de la vie, quoi. D'écouter. Un bon public, c'est un public qu'on vient voir. Les gens ne savent pas assez qu'ils inventent des chansons à leur insu. Ils sont eux-mêmes les propres vecteurs, les propres démarcheurs de notre langage. Ils inventent chaque jour des mots, des constructions, et il faut des gens pour récolter ça. Moi,
faible pour les ânes. Parce que j'adore les chevaux et que l'âne est un cheval qui n'a pas réussi. Nous sommes de drôles, aux larmes épaules, de joyeux bandits, sachant rire et battre, mangeant comme quatre, buvant comme 10, quand vidant des litres, nous cognions aux vitres de l'estaminet. Le bourgeois difforme tremble en uniforme sous son gros bonnet. Nous vivons en somme, honnête homme, on n'est pas mouchard. On va le dimanche avec les blanches, dîner chez Richard. Nous vivons sans gîte, goulûment et vite, comme le moineau, haussant nos caprices, jusqu'aux cantatrices de chez Bobino. La vie est diverse, nous bravons l'averse qui mouille nos peaux, toujours en ribote et en peu de bottes et point de chapeau. Nous avons l'ivresse, l'amour, la jeunesse, l'éclair dans les yeux, des points effroyables. Nous sommes des diables, nous sommes des dieux. Ma mère est envoûtée par la télévision. Elle se voûte. Elle se voûte. Jamais plus elle ne se redressera. Quand elle mourra, elle ne s'en rendra même pas compte. Simplement, elle pensera... Tiens, la télé est en panne. Hein. Colette Mani, est-ce que vous êtes une chanteuse engagée? Non. Non, je vous dis ça, ça a l'air d'être une plaisanterie, mais le terme est galvaudé. Il est devenu très à la mode. Non, si j'en avais le courage ou l'intelligence, je serais constamment une chanteuse politique. Et est-ce que les gens viennent vous voir après un spectacle? Ah, oui, souvent. Mais ça ne vous manque pas un petit peu la gloire, la reconnaissance? Ah mais comment, la gloire, la reconnaissance? Qu'est-ce que vous entendez par la gloire? La grande audience, ça peut donner Hitler, il ne faut pas l'oublier. Non, non, je trouve ça extraordinaire, si vous voulez, que avec très peu de presse, très peu de radio, et très peu de télévision, encore plus rarement, qu'il y ait 10 000 ou 40 000 personnes qui puissent m'entendre dans l'année, je trouve ça extraordinaire. Mais alors, est-ce qu'ils viennent vous voir après le spectacle? Oui. Mais quels sont les rapports que vous entretenez avec eux? Ils vous demandent de signer des autographes. Non, non, oh non. Non, non, c'est pour me poser des questions difficiles. Parfois. Du genre? Ah, mais
Enfin, du genre... pourquoi parles-tu de la Guadeloupe alors qu'il y a la Martinique? Pourquoi fais-tu quelque chose sur les Black Panthers au lieu de parler de l'impérialisme français au Tchad? Vous prêchez des convaincus, hein? Oh, puis écoutez, non, vous cherchez une moise, là. Chante très engagé, puis prêcher des convaincus, vraiment, non. Je veux dire, on entend ça. Les personnes qui aiment Claude François viennent l'écouter, il prêche des convaincus, mais enfin. Hein? Bon. Alors pour moi, c'est pareil. Et il y a toujours des opposants. Enfin, quand j'ai commencé de chanter, c'était des fascistes. Bon, c'est légitime, ils ne sont pas du même avis, ils venaient de manifester. Mais bon, ce qui est à gauche aujourd'hui est plus nombreux qu'eux, du coup ils sont plus rarement là. Non, il y a toujours une exigence. Mon plaisir, à moi, ce serait de me rouler dans le blues, tranquillement. Ce que je fais extrêmement bien, enfin, ce que je fais extrêmement bien, ce pourquoi je suis doué, je ne le ferai pas non plus, parce que ça, les marchands, ils en veulent, et je leur donnerai jamais, jamais. Pourquoi? Parce que ce sont des porcs. Le général de Gaulle disait d'eux que ce sont des veaux. Moi je dis, ce sont des porcs, les marchands. Des porcs, c'est aucune idée. Ils n'ont aucune idée généreuse. Et est-ce que vous appartenez à un parti politique? Et non. Et non. Mélocotone et Boule d'Or, deux gosses dans un jardin. Mélocotone, où est maman? J'en sais rien, viens, donne-moi la main. Pour aller où? J'en sais rien, viens. Papa, il a une grosse voix, tu crois qu'on saura parler comme ça? J'en sais rien, viens, donne-moi la main. Mélocotone, mémé, elle rit souvent, tu crois qu'elle est toujours contente? J'en sais rien, viens, donne-moi la main. Périnelle est grande, presque comme maman, pourquoi elle joue pas avec moi? J'en sais rien, viens, donne-moi la main. Christophe, il est grand, mais pas comme papa, pourquoi? J'en sais rien, viens, donne-moi la main. Dis, Mélocotone, tu crois qu'il nous aime? Ma petite boule d'or, j'en sais rien, viens, donne-moi la main. Non, je peux pas. Putain, c'est pas possible. Colette Mani. Colette Mani. Alors, tout le monde, hein, dès qu'on donne votre nom, Mélocotone. Bon, mais ça vous casse pas un peu qu'on fasse un peu une impasse sur, je sais pas moi, 15, 16, 17 ans 26. 26 ans de chansons. Bah, si. Si, ça fait plus que m'agacer. C'est profondément malhonnête. Enfin, je veux dire, je l'aime cette chanson. Mais c'est une exception dans mon répertoire. Enfin, presque. Alors oui, vous êtes marxiste, et vous le dites. Enfin, je suis apprentie marxiste. Apprenti. Oui. Oui, je reste apprentie. Pourquoi? Il faut toute une vie pour être... Je suppose. Enfin, je voudrais bien être communiste. Mais c'est difficile. C'est difficile. Ça l'a toujours été? Ou c'est depuis une certaine période historique que c'est difficile d'être communiste? Oh, bah... je ne sais pas. Je suppose que c'est toujours difficile. Alors pourquoi? Alors que dans vos chansons, bon, on vous reconnaît une très belle voix, on vous reconnaît un talent, voire un génie musical, mais c'est ce que vous dites, c'est ce que vous transmettez qui ne plaît pas. Alors qu'est-ce que vous transmettez? Enfin, qui ne plaît pas. Qui est interdit à dire? Non, bah, je ne sais pas.
Alors les prétextes sont... C'est anti-poétique. Aux actualités, on voit... je l'ai vu de mes yeux, dans l'émission Armes égales, je crois, Alain Krivine montrait comment on fait voter les morts dans les territoires d'outre-mer. Et la caméra a pris les documents. Je veux dire, on les a vus. Alors, est-ce que moi je peux pas le chanter? Alors, peut-être parce que la chanson a plus d'impact que la formation qui va très vite. En Amérique du Sud peut-être, mais pas ici. On me l'a déjà dit, c'est vrai. Si je chante en Amérique du Sud, tout le monde irait faire une manif en prenant le fusil. Ici, pensez-vous, personne va prendre le fusil? Je serais bien trop fière. Enfin, trop fière. Je ne sais pas. Tous ceux, et ils sont quantité, qui dans les chansons sont heureux jusqu'à en mourir, feraient bien de mourir une bonne fois pour toutes. Ils continueraient d'être heureux dans l'éternité, et la chanson y gagnerait en qualité. Rattrapez-le, rattrapez-le, qu'ils criaient les gens. Et l'escargot filait, ventre à terre. J'ai 14 centimètres d'avance, pensait-il. Si je commets la moindre erreur, je suis cuit. Il prit le virage à la corde, en serrant le trottoir. Il y eut comme un nuage de poussière, mais sans poussière à cause de la pluie. La pluie à cause de l'escargot, pour faire vraisemblable. Encore 3 km 500 et je suis sauvé, murmura l'escargot qui ne désespérait pas facilement. Rattrapez-le, rattrapez-le, criaient les gens, en tête desquels courait un énorme bonhomme qui devait bien chausser du 54. Ils arrivent sur moi. Plus que 2 centimètres, constata l'escargot dans sa corne rétroviseur. Ça va jouer serré. Le ciel se couvrit d'un seul coup. Il y eut comme un coup de tonnerre. Crac! Fou! Je l'ai échappé belle, expira l'escargot. Et à l'instant même, commença la Troisième Guerre mondiale. Regarde-moi, je suis la guerre. Vous m'avez chassé la dernière fois, mais ne vous inquiétez pas, je reviens toujours. Un jour, j'ai sur la terre tellement d'amants que je ne peux pas faire autrement. Je suis une vraie fille à soldat, un peu bohème quand même. Pour moi, la vie est une insulte, comme on dit quand on est adulte. Ce qu'il leur faudrait, c'est une bonne pute. Et me voilà, c'est moi. Je peux aux gens, quand je m'acharne au ventre, leur faire des lucarnes, à moins qu'on ne les exécute quand ils ne veulent pas de moi. Regarde-moi, je suis la guerre, je suis séduisante et prospère. J'ai toujours pour me faire la main des gens qui ont raison. Pour peu qu'ils soient bien convaincants, je leur file mon sac avec dedans quelques fusils, quelques habits. Ils deviennent comme des hommes, un peu châtain, un peu viscéral. Je m'étale et je deviens mondial. Pour un bout de terre, un capitaine. Les hommes au fond, c'est con. Il suffit pour qu'ils sont adorables de leur côté, juifs ou d'arabes, qui sont comme les onérogènes de la victoire en chantant. Regarde-moi, je suis la guerre, je vis en paix dans vos ulcères, avec fanfare et monuments, c'était tellement bon temps. Pendant la paix, prépare-moi un bon matelas de guérilla, des trucs vachards qui proprement mettent le sang sur les murs. Demain j'aurai dans les étoiles des ressources intersidérales.
moi, je suis la guerre. L'amour, c'est tout ce que ça fait faire. Mieux qu'une femme, quand tu me prends, je suis fidèle. Pas elle. Regarde-moi, je suis la guerre. Je suis la femme qu'on préfère. Celle pour qui on fait des enfants, qui l'aime en grandissant. Je ne voudrais pas vivre éternellement, dit un civil. Faites-nous confiance, dit un militaire. Alors, artiste, voilà. Personne qui pratiquait un métier, une technique difficile. Voilà. Artiste capillaire, un grand coiffeur. Artiste culinaire, un grand cuisinier. 2. Artiste, la noblesse d'un mot. La noblesse d'un mot, les exigences et la noblesse d'un mot, les privilèges et les abnégations qu'il représente au service d'un art. Bon, de l'art, que ce soit l'art de tailler la pierre, de se balancer sur un trapèze en costume pailleté à 15 mètres du sol, de se dessaper au rythme d'un blues devant une poignée d'excités. Non, je suis parfois. Dont elle est parfois, d'écrire Anna Karénine, voilà, ou d'annoncer tous les soirs depuis 30 ans que Madame est servie sur la scène des Capucines. Voilà. Un monde à part, voilà, sans hiérarchie. C'est Toulouse-Lautrec qui hantait les coulisses du Moulin Rouge. C'est Verlaine, le nez dans le ruisseau, à 2h du matin rue Descartes. Tous les mêmes souffrances, les mêmes joies, le même but, amuser, distraire, faire rire ou pleurer, frissonner, bander. Bref, procurer une émotion par la route des sensations. Ouais. L'émotion, qu'elle vienne de l'esprit, du cœur ou du sexe. N'en déplaise aux gens qui pensent qu'il ne faut pas toucher à ces choses-là parce que c'est sale. Ces gens qui font des enfants, on se demande pourquoi. Et surtout, comment. Nous sommes des marginaux. Qu'importe si nos émotions à nous, sur la piste ou sur la scène, soient des émotions factices, du moment que celles ressenties par le public sont vraies. Sans émotion, pas d'idée, pas de pensée, rien, pas même de sentiment, car il n'y a pas de sentiment sans émotion. La révolution est née d'un sentiment d'injustice que les artistes ont contribué à développer, qu'on le veuille ou non. L'art... La fin a fait le reste. Oui, c'est vrai, mais l'art n'est au service de personne. Voilà. Et les artistes, a priori, non plus. L'artiste est une équivoque. Position enviable et difficile. Aimer, il est méprisé. Envier, il est craint. Nécessaire, il est détesté. Comme les putains. Quel est le père qui se réjouit d'entendre son rejeton déclarer qu'il veut devenir artiste? Aucun. Même pas les artistes eux-mêmes. Ou alors, il a réussi. Cette précieuse réussite sociale qu'on agite au nez maussade de la médiocrité assoupie. La parade dominicale au parvis des églises, au cercle, au théâtre. Partout. Cette tare innée de la condition hiérarchisante de notre civilisation débutante. Le chapeau bas, le front baissé. Le pantalon aussi. Ne jamais baisser la tête. Balayer les entraves, qu'elles soient morales, sociales ou religieuses. Ne plus jamais rien suivre. Libérer l'individu, se libérer soi-même, sans aucune idéologie pour motiver ou soutenir son action. Aucun militantisme, aucune religion, aucune de ces phrases clés dont se servent les imbéciles pour motiver leurs actes. Aimez-vous les uns les autres. Oui, Ne pas même savoir que l'on a raison. Ne pas avoir raison. L'artiste, consciemment ou non, c'est d'abord ça. Mélange d'orgueil et d'humilité, de discipline personnelle
et de révolte perpétuelle. C'est Narcisse qui se retournerait vers les autres et qui les verrait enfin. Il est des profondeurs, ou des sommets, comme on voudra, où certains mots deviennent absurdes et arbitraires. Le bien, le mal, le devoir, soi, les autres, les défauts et les qualités. J'en passe et des quintaux. Ne jamais avoir raison, ne jamais avoir tort. Ne jamais dire il faut, il ne faut pas, on doit, on ne doit pas, interdire, obligatoire. Ce putain de sens de la punition et de la récompense. Les grands crimes de l'Inquisition, la Saint-Barthélemy, ont commencé avec des mots d'amour et de paix. Seulement avec, il y avait il faut, on doit, ne jamais rien suivre. Refuser d'être suivi, demeurer seul, faire de sa solitude un phare dans la grande nuit communautaire. Un phare qui rappelle que sans l'individu, aucune forme de société ni de système ne sont possibles. Ne jamais l'oublier. Ensuite, tout est possible. Même l'espoir. L'artiste est ce précieux repère vers lequel les hommes se retournent lorsqu'il ne leur reste plus rien de leur condition d'homme. Parce que si les individus étaient libérés de toute contrainte sociale, les artistes n'existeraient pas. Mais pourquoi faire? Des putains non plus d'ailleurs. Il n'y aurait alors que des hommes. Des hommes. Des hommes et des femmes. Jean Jonas. 1966. Dans mon quartier, un manège a ouvert le cortège aux souvenirs évanouis. Une musique de métronome, architecte, économe ouvre ses châteaux gris. Tant de gens sont passés sans jamais regarder la crinière des chevaux. Tant de gens qui oublient que jadis, eux aussi ont chevauché mon goût. Dans mon quartier, le manège a eu le privilège d'enraciner sa vie. Sur la place, sa musique tire ses cantiques aux enfants de Paris. Tant de gens ont pris place pour gagner les espaces sur ces chevaux fanés, que bien après le naufrage, sous les écueils de l'âge, ils continuent de tourner. Dans mon quartier, le manège oublié sous la neige a bouclé ses regrets. Seule sa musique s'étonne de n'avoir plus personne pour compter ses couplets. Tous les gens périplitent et les enfants gravitent autour d'un vieux phono qui tourne obstinément sous un bras de 100 ans, un vieux disque à rouleau. J'ai oublié le manège depuis que j'ai levé le siège pour changer de quartier. Mais quelque chose d'inconnu dans mon cœur continue à s'écouter tourner. Une Citroën. 2 chevaux. Une Renault. 4 chevaux. Une
une Peugeot, 8 chevaux. Une Cadillac, 32 chevaux. Mais jamais une jument. Accusé, levez-vous. Vos noms, prénoms, âge et qualité. Tadjian Henri. Ah, c'est arménien ça. Oui. Vous avez vos papiers d'Arménie? Dit Henri Tachant. Oui. Né le 2 septembre 1939 à Moulins, dans l'Allier. Le lendemain, c'était la guerre, je vous signale. Ah non, le jour même. Le jour même. Le jour même. Salaud. Ça commençait mal. Je veux avoir le temps d'apprivoiser les mouches. Je veux l'éternité pour apprendre ta bouche. Je veux voir les saisons, minute par minute, brindille par brindille, tout le poids de ma lutte. Je veux chaque seconde connaître une habitude, comme un chien familier, comme la solitude. Je veux me coucher là et n'être pas rentable. Je veux vivre la vie d'une pierre, d'une table, sans suspense, sans destin, sans crainte, sans dénouement. Je veux avoir le temps de perdre tout mon temps. Je ne veux pas vieillir, je ne veux pas mourir, je ne veux pas vieillir, je ne veux pas mourir, je ne veux pas. Je veux que tu sois belle et que tu brûles ailleurs, comme une bête en feu sans que j'aie ni douleur, ni jalousie, ni haine, ni fierté pour rien. Je ne veux plus famille, votre orgueil sicilien. Je veux avoir le temps de simplifier nos corps. Cette fille qui passe, il me la faut encore. Cet étranger te plaît et cet épidermique. Je veux avoir le temps de comprendre cette musique. Je veux avoir le temps de ne plus avoir mal. Je veux avoir le temps d'être enfin animal. Je ne veux pas vieillir, je ne veux pas mourir, je ne veux pas vieillir, je ne veux pas mourir, je ne veux pas. Je veux des barricades qui servent à quelque chose, que près des immortels, elles vivent les roses. Je veux que les enfants ne soient plus des victimes, qu'on raye des dictionnaires, bombarde, tue, assassine. Je veux que la raison n'ait plus droit de citer, qu'intelligents malins deviennent inusités. Je veux avoir le temps de faire 20 ans de tôle, 100 ans de poésie, 1000 ans sur ton épaule. Je veux avoir le temps de n'être ni vieux ni sage. Je veux avoir le temps d'être idiot du village. Je ne veux pas vieillir, je ne veux pas mourir, je ne veux pas vieillir, je ne veux pas mourir, je ne veux pas. Mon père était médecin et il aurait bien
bien aimé que je sois médecin, mais moi pas. Et puis mon père m'a présenté sa tête et il m'a dit mais qu'est-ce que tu as envie de faire? Et j'ai répondu poète. Et il a pleuré. Moi je voulais l'être parce que je lisais Rimbaud, je lisais Verlaine, je lisais Hugo et j'étais fou de tous les poètes romantiques me rendaient fou, me faisaient chialer et tout. Moi je voulais écrire ça. Je pensais qu'on pouvait gagner sa vie avec ça. Plus personne lit de poésie. Le dernier poète à être connu vraiment, bon c'était Prévert quoi, à être populaire quoi. Donc comme j'étais pas mauvais en langue, je parlais pas mal anglais, allemand, mais mon père m'a inscrit à l'école hôtelière de Thonon-les-Bains. Et je suis resté là-bas 3 ans. Non, sinon j'ai beaucoup souffert à l'école hôtelière parce que j'étais pas fait pour être garçon de restaurant ou cuisinier. Enfin bref. Donc j'ai terminé l'école hôtelière. Et puis sans diplôme, parce que j'ai échoué à tous mes diplômes. Et puis après, j'ai commencé à bosser sur le tas. C'est-à-dire que je travaillais à Paris comme commis débarrasseur pour commencer, au Ritz, place Vendôme. Après, je suis devenu commis de suite. Commis débarrasseur, c'est celui qui débarrasse les plats en argent. Le commis de suite, c'est celui qui trimballe au chef de rang. Le chef de rang sert les plats aux clients, alors que le maître d'hôtel, c'est le monsieur qui prend les commandes. Voilà, donc j'ai fait ça pendant quelques années, c'était assez sinistre. Et puis un beau jour, je me suis embarqué pour le Canada. Quand elle arrive à sa table habituelle, j'ai tant envie d'être sa sentinelle. J'ai tant envie d'être de la clientèle. J'ai tant envie de jeter mes écuelles, mais je n'ose pas, Quand elle arrive et qu'elle ne me voit pas, moi déguisé en esclave en loufia, j'ai tant envie de lui frôler le bras, j'ai tant envie de crier aime-moi, mais je n'ose pas, Et le maître d'hôtel? Bonjour madame, bien dormi. Bonjour madame, bon appétit. Saumon fumé, filet de sole, bouillie cuissée, profiterole. Pâté de canard, agneau rôti, demi-pommade, salade de fruits. Merci madame, bon appétit. Merci madame garçon. Ici. Quand elle s'assoit à sa table habituelle, escortée d'un banquier, la clientèle, j'ai tant envie de l'appeler infidèle, j'ai tant envie de pleurer dans mes gamelles, mais je n'ose pas, Quand elle s'assoit et qu'elle ne pense pas à moi qui crève au milieu de mes plats, avec mes mots d'amour qui ne serviront pas, j'ai tant envie de faire un coup d'éclat, mais je n'ose pas, Et le maître d'hôtel? Bonjour madame, bien dormi. Bonjour madame, bon appétit. Saumon fumé, filet de sole, bouillie cuissée, profiterole. Pâte de canard, agneau rôti, demi-pommade, salade de fruits. Merci madame, bon appétit. Merci madame garçon. Ici. Mais le jour de sa table habituelle, Elle m'a fait signe de venir auprès d'elle. j'ai laissé là aussitôt elle-même Les rince-doigts, mes verres et ma vaisselle. pour la première fois. Pour la première fois. Elle m'a souri, elle m'a dit au revoir. Et dans ses yeux, il y avait mon regard. Elle a tendu sa main vers mon espoir. Mais dans sa main, Il n'y avait qu'un pourboire.
Bonjour madame, bien dormi. Merci madame, bon appétit. Saumon fumé, Filet de sol, poulet flissé, profiterole, pâté de canard, agneau rôti, une pommade, salade de fruits. Merci madame. merci madame. Je vais mourir demain au poteau de la gare, fusillé par un train au champ des rails noirs. Je vais mourir demain de ton dernier sourire et de trop de chagrin et de te voir partir. Je vais mourir demain aux portes de la ville, ton nom dans chaque main, et ce sera facile. Je vais mourir demain de ton dernier voyage et de trop de chagrin qui me coûte un naufrage. Je vais mourir, c'est bien, et je ne t'en veux plus. D'autres sont morts pour rien, moi de t'avoir perdu. Et je meurs ce matin, mais il faut que tu penses que ça ne change rien. Toi, tu pars en vacances. Gribouille, quand tu l'as rencontré, où tu te tirais dans le cadre qui suivait, ou plus jamais, à tes risques et périls. C'était il y a longtemps, très longtemps. C'était en 1900 et quelques. 1955, je crois. Souvent, elle séjournait dans un lieu près de Lyon, les Vinatiers, le Vinatier. C'était un hôpital psychiatrique. Et la grande dérive de l'adolescence. Gribouille, c'était son surnom, gardera de cette époque une révolte constante et nourrie contre ses parents. Les tristes bien-pensants. Bref, les parents et la fille ne se comprennent pas. Et ah oui, après le Vinatier, elle s'enfuit et elle est prise en stop par un corbillard qui la conduit jusqu'à Paris. Mais rien n'est sûr. Non, Paris, Lyon, la distance est longue et qui sait. Une légende, ça se construit et ça s'entretient. Gribouille, elle a construit seule sa légende. Oui, qu'aucune vraie vérité n'est venue à ce jour remettre en question. Elle ne mentait pas, elle enjolivait. Et oui, quoi, elle ne mentait pas. Oui, elle arrive à Paris. Oui, personne n'attend Gribouille à son arrivée à Paris, hormis ici peut-être, une infirmière qu'elle aurait rencontrée au Vinatier. Légende ou vérité? Cette infirmière aurait été la pourvoyeuse de Gribouille qui consomme, depuis son séjour à l'hôpital psychiatrique, des doses massives de tranquillisants. Cette toxicomanie légale durera jusqu'au décès de la chanteuse. À l'âge de 27 ans. Mais Cocteau? Ah oui. Ah. Elle est à Paris. Et un jour, sur la passerelle des Arts, alors qu'elle gribouille, Pour payer ses cours de chant, précise-t-elle. elle attire l'attention d'un monsieur. Oui, qui d'ailleurs croit avoir affaire à un jeune garçon. C'est Cocteau. Et la conversation s'engage et Cocteau Toujours séduit par le physique androgyne du dessinateur. lui propose de lui faire rencontrer le patron du bœuf sur le toit.
Elle y chantera quelque temps avant d'accoster à la cabane bambou. À la cabane bambou. Alors, un lieu comme celui-là ne pourrait plus exister aujourd'hui. Hein. Là-bas, c'était pas l'argent qui menait et gérait la programmation, non, c'était le talent. Et puis après, un passage éclair au petit conservatoire de Mireille. Et le tabou. L'écluse. La rencontre avec Brezard. Celle décisive avec Jean-Claude Anou et Charles Dumont. Et puis un soir, Aimée Mortimer, productrice télé, lui propose de passer dans son émission L'école des vedettes. Bah, c'est une carrière fulgurante de 5 années, au total 45 textes de chansons enregistrés ou inédites. Cocteau dessinera d'ailleurs pour elle un de ses portraits dont il a le secret. Un portrait ainsi dédicacé à mon ami Gribouille. Dédicace à laquelle elle ajoutera pudiquement un E au mot ami. J'aimerais une enfance de plus belle mémoire ou de moindre importance, sans mur et sans parloir. J'aimerais une enfance pour me pendre à son cou. Oh ma mère, quand j'y pense, vous en souvenez-vous? J'aimerais mes amours, un peu plus de tendresse et moins de fleurs autour, pour moitié de caresses. J'aimerais mes amours, que vous ne partiez plus. Il n'est rien d'aussi lourd qu'une chambre foutue. J'aimerais une guerre au milieu d'un jardin, coup de ronces et de lierre, Dieu quel joli verdun. J'aimerais une guerre que l'on gagne par cœur. On n'aurait pour la faire que des fusils à fleurs. J'aimerais pour ma mort un étang d'Allemagne. Il paraît que l'on y dort mieux qu'en ceux de Bretagne. J'aimerais pour ma mort qu'on réveille Mozart et puis qu'il joue encore pour brûler nos cafards. D'un chagrin, j'ai fait un repos. Au coin de moi, je nous regarde. Et on a tout pour être beau. Même si le temps nous retarde. Humain. C'est joli après tout. On travaillera nos rencontres pour unir les sages et les fous. Lire la même heure sur nos montres. Alors, c'est rien. C'est la fatigue si on a peur encore du noir. Si on se cache. Si on s'en dit que dès demain on retournera voir. On peut bien pleurer dans nos bras. Hier, on se serrait les poings. J'ai pas senti qu'il faisait froid. Je reviens vite, les copains. C'est pas la fin, c'est une pause. J'ai toujours eu envie des autres, de sourire à celui qui ose, de fou rire au moindre des nôtres. C'est juste casser la gueule au monde. Je sais, on ne fait jamais assez. On en a
Laissez vos lumières allumées. J'ai besoin de vous souvenir. Et si ce soir, je vais pleurer, ben demain, je vais revenir. Laissez vos lumières allumées. J'ai besoin de vous souvenir. Et si ce soir, je vais pleurer, ben demain, je vais revenir. L'ami Loïc. Loïc l'Antoine. Ça c'est une de ces rencontres comme on en fait des fois comme ça, avec beaucoup d'intuition. Il en faut beaucoup, je pense, dans ce métier. Il faut écouter. Même quand on est bavard. Je me souviens, j'étais à Lille, ou à Boulogne, je crois, ou quelque chose comme ça. Bref, dans le Nord-Pas-de-Calais, hein, dans son pays, à lui. Et puis, je crois qu'il chantait pas à l'époque. Non, d'ailleurs, il chantait pas, il faisait pas trop le spectacle. Mais en passant la soirée avec lui, ah oui, il s'occupait d'un couple d'actrices, des comédiennes chanteuses qu'on appelait les belles lurettes. Et puis, à la fin du repas, je le regarde droit dans les yeux. Il y a plus de 20 ans de ça. Et je lui dis, toi, tu dois écrire des chansons. Et le lendemain, sur le quai, très timide ou avec beaucoup de pudeur, il m'a glissé une liasse de papier. Effectivement, il y avait ces textes. Je lui ai dit, je m'étais pas trompée. Je lui ai téléphoné dans la semaine et je lui ai dit, écoute, viens voir à Ivry, hein. Je veux dire, on est plusieurs à être gourmands de textes et de chansons, et on aimerait bien faire ta connaissance. Et il est venu, encore une fois très timide, et il a commencé à lire ses textes. Et Paris l'a tout de suite dévoré. Bon, très gentiment. Il a rencontré le fils de Gérard Pierron, donc François Pierron, et puis ils ont eu toute cette aventure qui dure encore aujourd'hui avec les Têtes Raides notamment, et la maison de disques, Mon Slip. Et puis voilà, il est devenu ce qu'il est. Ah non, ah oui, je tiens à préciser, quand je l'entends dire on doit beaucoup de choses à Le Prest, je veux dire non, hein, on doit rien à Le Prest. Je veux dire, il avait déjà tout. Son écriture était déjà là, dans sa tronche, dans sa poche, il avait déjà tout, quoi. Moi, je lui ai simplement précipité, disons, sa montée à Paris. Comme on dit, je lui ai un peu botté le cul. Mais il l'aurait fait tôt ou tard. Mais je l'ai précipité. Et c'est dans l'une de mes petites fiertés. Parviendra dans 3 milliards d'années. Sûrement elles vont s'éteindre de n'avoir pu t'aimer, car moi seul peux t'étreindre. À ton seul souvenir, mon bonheur perle en larmes et s'en va dévaler en cascades et vacarmes. Et si la ville panique, ça n'est que d'ignorer que 1000 torrents d'amour s'en viennent l'abreuver. Qu'on me
sans repos devait fouiller encore. Je n'ai d'autre sommeil que dormir sur ton ventre. Je n'ai d'autre folie que rentrer dans ton antre. J'ai le cœur qui pense et la tête qui pompe. Bonheur d'être à l'envers. La raison qui s'estompe quand de tes doigts glacés tu me brûles. Et quand dans tes petits bras je couche en un château. Et qu'on me redise un jour que l'amour n'a qu'un temps. Tant que courra le temps, je t'aimerai autant. T'en fais pas mon amour, laissons-le défiler. Il est temps de s'étendre pour mieux le défier. S'agit pas de s'en aller, sinon qui va m'aider? Me dire qu'il faut manger, lui aussi respirer. Je ne sais plus rien faire que de penser à toi. Non, c'est vrai, j'exagère. Je veux parler de toi. Tu t'es offerte à moi et j'ai gagné ma mort. Ah même, à pareil, me voilà couvert d'or pour te dire que je t'aime. J'ai dû en faire des couches. À ton prochain sourire, j'en rajouterai 3 louches. Et qu'on me redise un jour que l'amour n'a qu'un temps. Tant que durera le temps, je t'aimerai autant. T'en fais pas mon amour, laissons-le défiler. Il est temps de s'étendre pour mieux le défier. Ils s'aimaient comme des fous. Mais comme ils étaient sains de corps et d'esprit, il y avait quelque chose qui ne tournait pas rond. Nicolas aimait Marine. Marine aimait papa. Papa lui aimait Marianne. Marianne aimait François. François aimait Julie. Julie, elle aimait Alexis. C'est pas facile de trouver l'accord. On peut pas plaire à tout le monde. Alexis aimait les Grecs. Les Grecs aimaient Jean-Claude. Jean-Claude lui aimait Christine. Christine aimait Vlad. Vlad lui n'aimait rien. Heureusement que Dominique les aimait tous. Mais toutes aimaient quelqu'un. Quelqu'un aimait Jean-Luc. Jean-Luc aimait Marie-Georges. Marie-Georges aimait beaucoup. Beaucoup n'aimaient pas ça. Quand d'autres n'aimaient que Manuel. C'est pas facile d'aimer son prochain. Quand on préfère sa prochaine. Manuel aimait Nathalie. Nathalie aimait Manuel.
Comme vous vous en doutez, Monsieur Grand est petit, et Monsieur Petit est grand. Quand on les rencontre ensemble, on hésite à savoir lequel est petit et lequel est grand, puisque l'un et l'autre sont les deux. Monsieur Grand et Monsieur Petit ont des enfants. Les enfants de Monsieur Petit sont plus grands que les enfants de Monsieur Grand. Quand Monsieur Petit parle à son fils aîné, il dit mon grand. Et quand Monsieur Grand s'inquiète de ses enfants, il demande où sont les petits. Et quand la mère Grand fait petit, bah, ce sont les petits grands qui arrivent et non pas les petits. Les petits ne souffrent pas du tout de s'appeler petits puisqu'ils sont grands. Et les petits grands s'accommodent très bien d'être petits puisqu'on les dit grands quand même. Les enfants petits et les enfants grands ont pour amis les enfants gros. Les petits gros, eux, ne le sont pas. Quand on demande qui sont des gros, ce sont des maigres qui lèvent la main. Mais les petits gros ne souffrent pas de n'être pas gros, puisqu'ils le sont plus que quiconque, et de père en fils. Je ne vous surprendrai plus si je vous révèle que les petits, les petits grands et les petits gros fréquentent également la famille Gras. Seulement voilà, les petits gras sont vraiment gras. Vraiment. Alors, vous comprendrez Qu'avec des gens aussi quelconques, Il n'y ait plus de suite possible.